on doit avoir logiquement, voilà, il est avec nous, Stanislas Lacroix qui est à distance. Je vous présente très rapidement, bon, vous êtes un habitué des lieux, Alexandre Sobo, président de France Industrie et président du conseil d'administration de France Travail. Vous êtes vous-même à la tête d'une grosse ETI industrielle au Lot. Julie Chabou, vous êtes la présidente des jouets Écoiffier. Il y en a quelques-uns ou ils sont tous à vous là? Ils sont tous à vous? Non. Les deux plus jolis. Les deux plus jolis. Alors, j'espère que les patrons des autres boîtes sont pas là, mais enfin, les deux plus jolis, c'est les bleus clairs là, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon. Bah, il faut, mais alors vous, les nacelles élévatrices, elles auraient pris un peu trop de place, donc on les a laissées à l'atelier. On est donc à distance avec Stanislas Lacroix, qui est le PDG du groupe Aldes, qui est avec nous. Je commence avec vous, Alexandre Sobo, avec là vraiment votre double casquette de France Industrie et de France Travail. Le président Martin, en préambule, disait compétence, compétence, compétence. Ça doit véritablement être ça le maître mot et la chose la plus importante. De votre point de vue à vous, c'est quoi le principal verrou à faire sauter pour que les entreprises puissent justement produire et recruter plus vite? Je crois quand même qu'il faut quand même bien dire que ce qui fait avancer les entreprises, c'est d'avoir du business. Donc je ne vais pas refaire les tables rondes précédentes, mais quand même des commandes, de la compétitivité, de la simplification, c'est quand même des prérequis importants. Après, pour répondre plus précisément à votre question, si ces prérequis sont remplis et qu'on est donc dans l'idée qu'on a embauché, je pense qu'il y a deux grands sujets. Il y a tout ce qui est formation initiale, c'est-à-dire comment le système éducatif, l'enseignement général, l'enseignement professionnel, tout le supérieur. Typiquement, la réforme des lycées professionnels, pour vous aussi, il faut aller au bout de cette réforme? Il faut aller au bout, mais il faut se dire les choses simplement. Ça n'a quand même pas beaucoup bougé depuis 3 semaines. Depuis que ça a été annoncé, on est quand même assez peu avancé dans la réforme. On a fait des choses, mais vu des entreprises aujourd'hui, on n'a pas senti une révolution qui fait qu'on est pleinement impliqué et que ça se passe exactement comme on veut. Mais c'est quand même quelque chose qui est absolument fondamental. Et puis, je pense qu'au-delà de ça, la deuxième chose qui est fondamentale, c'est qu'on accepte que les besoins du monde économique soient une donnée majeure de l'effort collectif qu'on fait en matière de formation. C'est-à-dire que quand on dépense de l'argent public pour former quelqu'un, on s'assure qu'il y a une demande économique au bout. Parce que j'ai quand même vu Ça veut dire décentraliser la formation pour l'adapter aux besoins des C'est la décentraliser, mais c'est aussi se dire que quelle que soit la région de France Travail, quel que soit alors dans les branches professionnelles, quand on a des outils, ça on le fait assez bien parce que comme on est mandaté par celui qui a le besoin, c'est pas la difficulté. Mais quand on va dans la partie publique, quand on va dans la partie mutualisée, on s'aperçoit quand même que de temps en temps, le besoin du tissu, les problématiques de mobilité, de logement, sont pas toujours prises en compte. Et il faut absolument se dire, on ne dépense plus un argent public de formation sur ces sujets sans s'assurer qu'il y a un besoin au bout. On a quand même des formations universitaires dans lesquelles, on le sait, on met tous les ans 3 ou 4 fois plus de gens que le besoin économique à la sortie. Ça ne peut pas marcher longtemps, surtout que, ça, je crois que ça n'a échappé à personne dans cette salle, ces temps-ci, l'argent public est assez rare. Donc vraiment, je pense que c'est quelque chose qui est très important et qu'il faut remettre au goût du jour. Et puis du côté des entreprises, je pense qu'on a, nous, une responsabilité, même si ce n'est pas facile, la prévision est toujours difficile. On doit, par grand secteur, on le fait dans l'industrie, il faut le faire dans tous les métiers, il faut être capable de définir un besoin provisionnel de ses compétences. Alors avec les aléas, il y a une prévision, mais il faut pouvoir dire au monde de la formation, voilà globalement de quoi on a besoin, parce que sinon on n'y arrivera pas non plus. Julie Chabou, j'en viens à vous. Vous représentez donc la 3e génération des jouets Écoiffier. Vous produisez 100% en France encore aujourd'hui, quand 65% du jouet mondial est fabriqué hors d'Europe. Bien, la France représente quasiment plus rien de tout ça. Quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit, quand mon père a pris cette décision il y a une 30aine d'années, tout le monde lui a dit « t'es un gros ringard ». Est-ce que c'est le ringard qui a gagné au final ? Il semblerait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, aujourd'hui, on est fiers de produire en France. C'est pas facile tous les jours. On investit en permanence parce que, effectivement, quand on investit, qu'on robotise, qu'on arrive, grâce à la rhéologie, à mettre la bonne quantité de plastique là où il faut et donc à avoir un produit performant, on arrive à tenir tête aux... Et qu'est-ce que votre père avait à l'époque en tête ? Parce que je pense que ça peut être une bonne leçon encore aujourd'hui pour se dire que rien n'est perdu et tout est peut-être devant nous, parce que tout le monde a délocalisé, on va caricaturer, sauf lui, et pour autant vous êtes encore là et vous êtes toujours à la tête de votre entreprise. Quelles ont été les leçons qui pourraient être... parce qu'il y a 30 ans, il n'a pas mis tout de suite de la robotisation, ce genre de choses, si, tout de suite. Si l'idée de départ, c'est ça, c'est le savoir-faire.
c'est le savoir-faire en plasturgie. Lui était issu d'une formation technique en plasturgie. Et donc, son idée, c'était... En fait, je maîtrise un savoir-faire aujourd'hui en soufflage et en injection. Pourquoi j'irais faire fabriquer mes produits dans l'Eldorado des fabricants de jouets, où en fait on fait un super beau design avec des designers français. C'était Eldorado, c'était la Chine. Ouais, on pousse le projet en Chine. Débrouillez-vous, vous fabriquez ça comme vous voulez, je veux tel prix. Et on avait un super produit, une super nouveauté. Mais non, en fait, le savoir-faire des coiffiers, c'est de faire tourner nos machines. C'est ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on sait le mieux faire. Finalement, est-ce qu'on sait vraiment très bien acheter? Pas sûr. Donc, on donne à manger à nos machines, on préserve notre savoir-faire et on en fait une expertise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve un petit peu on connaît des difficultés parce que ce savoir-faire, il est parti. Donc, il existe encore chez Ecoiffier, mais on est obligé de former nous-mêmes nos collaborateurs. On avait une branche de l'INSA qui était implantée à Oyonnax, dans notre ville, qui a disparu, qui a fermé. On en parle, hein, voilà. Alors qu'il y avait toutes les entreprises sur place pour accueillir les étudiants, etc. Voilà, c'est compliqué. Pourquoi on est former obligé. Alors s'il y avait toutes les entreprises, c'est-à-dire que plus de fonds publics, pourquoi Parce que plus de fonds publics, ça coûte moins cher de garder cette antenne-là à l'intérieur de l'INSA de Lyon. Donc, c'est pas très loin, mais quand même, quand les étudiants sont bien installés à Lyon, dans une ville super sympa, pour les faire venir à Oyonnax, ça reste un petit peu compliqué. Voilà. Et donc, c'est bien de former. Moi, je suis ravie de former des jeunes. Oups, là, pardon. Mais finalement, c'est une énergie qu'on ne passe pas à innover, à progresser, etc. Et sans compter que quand on est un peu tout seul dans son secteur, quoi. on perd aussi la compétence de la filière quand c'est ça. Exactement. Là, aujourd'hui, vous avez dû vous battre pour relister du plastique et ce genre de choses, j'imagine. Oui, exactement. Et donc, finalement, on est quelques entreprises sur notre secteur à former des jeunes, et puis on se les fait piquer régulièrement, etc. Donc, on recommence, voilà. C'est dommage. C'est pas notre job. Stanislas Lacroix, j'en viens à vous. Vous êtes donc à la tête d'Aldes. Vous êtes le PDG d'Aldes. Peut-être un mot déjà pour nous dire, pour ceux qui ne connaîtraient pas votre entreprise. Oui, je conçois, fabrique des systèmes de ventilation. Ça fait 100 ans qu'on existe, une entreprise familiale ancrée sur la région lyonnaise qui vous permet de respirer un air sain dans les bâtiments que vous occupez tous les jours. Donc c'est à peu près un tiers des bâtiments résidentiels ou des bâtiments tertiaires que vous occupez qui sont équipés de nos systèmes en France, et on est présent à travers le monde. Alors justement, vous aussi, ça fait écho à ce que vous faites, ce que vient de dire Julie Chabou, parce que vous êtes vous aussi bien évidemment très exposé à la concurrence mondiale. Et là aussi, vous avez joué sur la différence de compétitivité, notamment avec la Chine, pour réussir à continuer à produire notamment en France. Tout à fait, c'est un élément, on est fiers d'être industriel et fiers d'être sur nos territoires. Donc je suis désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui, j'avais quelques contraintes également sur des sujets industriels. Ce qui me semble clé pour être capable de continuer à être sur nos territoires, c'est surtout de protéger notre industrie, protéger un corps qui est très sensible, qui a besoin d'être pris sous l'aile et la protection. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça a été dit dans les tables rondes précédentes, nos politiques sont surtout orientées sur le consommateur, sur l'attention portée aux ressources et à la planète, donc il faille le faire, mais ça manque complètement d'articulation et de réalisme avec nos réalités de nos entreprises industrielles tous les jours. On est sur des temps qui sont extrêmement différents. Le temps du politique est un temps court, on vit des temps longs, des temps de prise de décision, d'investissement de nos produits, de nos outils industriels. Et les pouvoirs publics doivent être beaucoup plus précautionneux et beaucoup plus en surveillance de ce qui se fait pour que la compétition, qui est une compétition mondiale, on n'insiste pas assez, j'ai trouvé que les tables rondes précédentes oubliaient de réaffirmer que l'on se bat tous les jours avec des industriels qui sont sur des territoires sur lesquels ils trouvent des appuis et des soutiens qui sont beaucoup plus facilitants que ce que l'on a aujourd'hui en France et en Europe. Et nos politiques européennes sont malheureusement à l'encontre de ce qu'on peut attendre pour l'intérêt de nos entreprises et pour leur sauvegarde et leur pérennité. Bon, il y a un élément qui me frappe et que je voudrais reprendre ce soir, c'est l'étude Rexecode qui a été faite sur la compétitivité avec la Chine.
Cette étude démarre avec des chiffres qu'on a beaucoup partagés, qui sont ceux de Michelin, qui remet en avant qu'en 2024, les coûts de production en Europe sont 91% plus élevés en Europe qu'en Chine. Ils n'étaient que de 34% en 2019. Quand on voit que les coûts salariaux sont complètement démesurément inférieurs en Chine, 67% par rapport à ce qui se fait en Europe ou en France, que nous avons 186 robots pour 10 000 employés en France alors qu'ils en ont 470. On parlait d'énergie tout à l'heure, où on a un coût de l'énergie qui est 2 fois supérieur en Chine, 2 fois supérieur en Europe qu'en Chine, et que le système de soutien et d'accompagnement de leur industrie est sacralisé avec des subventions, avec des vraies politiques industrielles structurées. Je dis là, on a quelque chose qui n'est pas pris correctement à bras-le-corps en Europe, avec des politiques publiques qui sont absolument non facilitantes et qui ne priorisent pas l'industrie et qui ne sont pas conformes à ce que l'on devrait avoir pour protéger ce qui est fondamental pour nous aujourd'hui. Surtout que ce qui a beaucoup changé, notamment dans vos secteurs à vous de ces dernières années, c'est que la concurrence chinoise, il y a tous les éléments que vous donnez, mais ne jamais oublier qu'aujourd'hui, les usines chinoises sont aussi plus compétitives parce que tout simplement, elles sont plus modernes, tournent mieux et que les Chinois innovent énormément. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aujourd'hui que la différence de soutien de politique publique, d'une certaine manière. Tout à fait, on se retrouve et il faut arrêter d'avoir des images d'une Chine un peu arriérée. On est sur un tissu industriel absolument performant et remarquable en Chine. Donc il faut qu'on puisse se battre à armes égales. Donc il faut que nos politiques comprennent qu'il faut regarder ce qu'il se passe en dehors des frontières françaises et européennes et mettre en place des systèmes qui vont nous permettre de lutter face à des gens qui mettent les moyens, qui ont les compétences, qui ont les capacités à l'innovation, à l'investissement. C'est votre sentiment, ça aussi, Alexandre Sobo, là-dessus? La concurrence avec la Chine ou les États-Unis, aujourd'hui, elle est très différente de ce qu'on connaissait il y a même 10 ans. Il y a beaucoup de patrons qui disent que le Covid a tout changé. On a fermé les portes avec une Chine où on se disait on est encore à peu près à l'égalité, on a rouvert, et là on s'est dit waouh, on a tout raté. Je ne sais pas si on a tout raté, mais en tout cas, ils ont fait vite et bien. Alors justement, il y a un des points, vous parliez tout à l'heure de formation, il y a aussi un problème où très souvent on ne forme pas aux besoins de demain. Je prends toujours cet exemple qui date d'une dizaine d'années, c'est le patron d'Amazon qui ouvrait un nouveau centre logistique à Amiens. Il y avait une réglementation française qui venait de passer pour dire que pour les voitures autonomes, il fallait avoir grosso modo un permis ou être formé à conduire des voitures autonomes. Sauf que personne n'avait pensé à former des gens qui pourraient le faire, il n'y a pas de formation en la matière. Aujourd'hui, quand on parle d'IA, quand on parle de ce genre de choses, est-ce que vous avez le sentiment, vous, que l'appareil éducatif français est en marche pour répondre à ces besoins de demain, pour retrouver justement, par rapport à notre thème d'aujourd'hui, du potentiel industriel? Si on veut le révéler, il faut bien qu'on le crée pour demain. Je dirais non, mais je pense qu'il ne faut pas non plus jeter une pierre trop violente. C'est-à-dire que même nous, sur ces nouveaux métiers, on ne sait pas toujours ce dont on a besoin. Une partie de la formation, on va la construire en mettant des gens qui ont été bien formés, c'est-à-dire qui savent réfléchir, qui savent ordonner les choses, qui ont appris un certain nombre de savoirs fondamentaux, et ça peut parfois aller assez haut. Quand on va dans les sciences artificielles, l'informatique et tous ces métiers, le niveau de... Mais ensuite, on va les mettre en situation et finalement, on va apprendre avec eux. Et il faut aussi accepter que sur certaines choses, le travail et l'apprentissage se fassent sur le terrain, parce que sur ces nouveaux métiers, il y a des choses qu'on connaît bien, sur le soudage, la chaudronnerie, l'usinage. Enfin, il y a plein de métiers très nobles. Bien, mais pour autant, c'est pas pour ça qu'on avait pensé à les former. Sur la chaudronnerie, on a manqué de chaudronniers, on en manque encore. Non, si on en manque, c'est pas parce qu'on n'a pas pensé à les former, c'est parce que on s'est sans doute, on s'est pas assez occupé de l'attractivité des métiers industriels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, l'industrie, quand on rentre dans une usine, franchement, dans au moins 9 cas sur 10 et sans doute 99 cas sur 100, ça donne envie de travailler. Vous allez chez Airbus à Marignane, vous allez chez Pochet quand ils font leurs nouveaux fours et leurs engins, leurs flacons extraordinaires. Vous allez chez Saint-Gobain et les nouveaux verres technologiques. Enfin, partout, vous avez des conditions de travail qui ont été travaillées de façon extraordinaire. On n'a pas attendu la pression pour s'occuper de tout ça. Donc, quand on rentre... En général, c'est extraordinaire. D'ailleurs, tous les sondages le disent. Les gens qui travaillent dans l'industrie recommandent très massivement de venir travailler avec eux. Simplement, on n'en a pas assez qui rentrent. Et donc là, on a une difficulté qui est effectivement spécifique. Dans votre vie quotidienne, si vous n'avez pas des parents qui travaillent dans l'industrie, vous n'avez aucun contact avec ce que c'est que la vie dans une usine. Vous avez des contacts avec le monde du service, avec le monde du commerce, avec le monde du bâtiment quand il y a des travaux chez vous ou qu'il se passe quelque chose. Vous visualisez des choses, mais une industrie, c'est un grand mur
sur le bord d'une route ou d'une autoroute, avec parfois un nom dessus quand on veut faire un peu de pub, mais on n'a aucune idée de ce qui se passe dedans. Et donc, on doit à la fois un énorme travail pour donner aux gens envie de venir, mais il faut aussi trouver des occasions pour qu'ils viennent voir. Et là, je pense que les 3 millions de salariés de l'industrie doivent se prendre en main pour ouvrir les portes, inciter, aller voir. Typiquement chez vous, chez Olot, vous faites quoi? Vous faites des journées portes ouvertes avec vos salariés pour donner envie à ce qu'ils emmènent le petit neveu, la petite nièce? Tout à fait. On fait au moins une fois par an dans toutes nos usines une journée porte ouverte dans nos usines avec, en général, d'ailleurs, ça fait un grand succès, c'est le samedi matin. Et ça permet de montrer plein de choses. On essaye de travailler avec l'écosystème sur les territoires pour donner envie. Mais je pense qu'on a effectivement un énorme travail parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de gens qui ont envie de venir travailler dans l'industrie. Et c'est vraiment notre plus grand défi. Une fois qu'on a traité compétitivité, réglementation... Je voudrais pas quand même que... Je crois qu'on a bien compris tout ça. Oui, mais vous savez, la base de la pédagogie, c'est la répétition. Ouais, mais là, en ce moment, il suffit de regarder les chaînes de télé pour on a bien compris que ça part mal le budget. Oui, justement. Quand on voit ce que les députés votent, je pense qu'on a intérêt à leur répéter. Oui, mais là, vous voyez, je crois que vous avez que des gens qui, au quotidien, sont dans les usines. Oui, mais il faut qu'ils m'aident à répéter. Chaque fois qu'ils en croisent un, chaque fois qu'ils en aperçoivent un, chaque fois qu'ils en font rentrer un dans leur usine, il faut leur répéter. Cocktail, on fera un exercice de catharsisation autour de ça. On répétera tout ça. Mais c'est pareil pour les jeunes. Je pense qu'il ne faut pas seulement se lamenter, il faut aussi se poser la question individuellement chacun. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire un petit ou un moyen ou un grand pas en avant? Alors, vous le disiez, Julie, sur la formation chez vous, vous l'avez aussi esquissé, parce que vous avez transformé complètement vos usines grâce à la technologie, grâce au design, et justement comment l'innovation, que ce soit dans les procédés, dans les moules, dans les matériaux, vous a permis de rester compétitif, parce que compétitif, ça veut dire ne pas être vendu 10 fois plus cher qu'à un prix chinois. Là, on voit vos jouets et la petite cuisinière, il y en a chez Lidl à des prix très très faibles. Donc vous devez rester compétitif par rapport à ces géants et ces mastodontes. Exactement. Donc en fait, l'idée d'être compétitif par rapport aux fabricants asiatiques, c'est pas un si grand problème que ça, parce que si on a la technologie, qu'on se met un petit peu à jour régulièrement et qu'on a des idées, on a la chance d'être en France. Le design à la française, ça veut quand même dire quelque chose. Alors peut-être un petit peu moins en France, mais à l'export, nous, on fait 40% de notre chiffre d'affaires à l'export. Ça a une vraie valeur ajoutée. Donc il faut y aller à fond la caisse. Et les Chinois, quand ils essayent de faire une petite cuisine comme ça, la cuisine qui est devant vous, elle est au prix public de 25 €. Le Chinois galère pour la faire à 25 €, hein, mais il y arrive. On arrive à se tenir tête l'un et l'autre. Il achète la vôtre, il la découpe dans tous les sens pour voir comment les fabriquer. C'est ça. On a pas mal de soucis de contrefaçon pour une toute petite marque comme la nôtre, mais bon, peu importe. On se bat. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que là où le bas blesse, c'est la concurrence déloyale. C'est aujourd'hui les places de marché qui mettent en vente des produits qui ne sont pas aux normes. Nous, on a tiré... Donc là, vous parlez de Shein, de Temu, de tous. De tous, même des Français, même de tous. Toutes les places de marché, en fait, rien n'est contrôlé. Il faut qu'il y ait une responsabilité des plateformes de manière à ce que les produits soient contrôlés d'une manière ou d'une autre. Parce que moi, j'ai la DGCCRF. Ils sont très sympas, ils viennent régulièrement chez moi. Ils font des contrôles, voilà, tout va bien, c'est merveilleux. Mais en fait, il y a des millions de jouets qui sont déversés sur les marchés européens, surtout depuis que les taxes sur les petits colis aux États-Unis... Vous avez vu une différence tout de suite ? Tout de suite. Le danger, c'est quand même... Alors, effectivement, des concurrences déloyales, c'est une chose, mais la sécurité des enfants... J'ai acheté des produits. Il y a eu pour tester. Deux séances l'année dernière et cette année d'achat mystère sur toutes les plateformes, sur 7 plateformes. Donc la Fédération européenne du jouet a acheté 70 produits l'année dernière et cette année. Cette année, on a retrouvé les produits qu'on avait déjà décelés l'année dernière. 90% des produits n'étaient pas aux normes. Et 85% étaient dangereux pour les enfants. On le dit, on en parle en ce moment, c'est un des thèmes importants, mais est-ce qu'on attend, je suis désolée de le dire comme ça, mais est-ce qu'on attend qu'un enfant meure ? Parce que c'est ça le danger. Hein. Est-ce qu'on attend qu'un enfant meure pour agir ? Donc voilà, protégeons-nous de... Ce que vous dites, le produire en France et les normes qui l'entourent, parfois un peu trop, permettent au moins de répondre à cette problématique.
C'est ça. Et le Chinois qui sait bien produire et qui produit aux normes, il n'y a pas de problème. Il arrive à un prix tout à fait raisonnable, et pas un prix de 2 fois moins cher que mon produit. Vous voulez réagir, Alexandre? Oui, juste sur les normes, encore une fois, non, mais comme sur la compétitivité, on ne demande pas moins, on demande la même chose que les autres. Sur les normes, si à un moment il est jugé qu'un certain niveau est sain et nécessaire, on demande juste que tout ce qui rentre respecte la règle qu'on impose aux producteurs. C'est le problème des agriculteurs, c'est le problème de tous les industriels, c'est même le problème dans beaucoup de secteurs. Bien sûr. C'est juste ça qu'on demande à l'Europe et on ne le demande rien d'autre, mais elle a beaucoup de mal à le faire aujourd'hui. Et le deuxième point sur ma liste au Père Noël, c'est bientôt la période, vous avez raison. En plus, vous avez intérêt d'y croire encore. c'est la préférence française, quoi. Effectivement, un point important. Stanislas Lacroix, j'en reviens à vous. Pour vous, côté européen, il y a un véritable soutien à des écosystèmes, pour des activités en France. Et il faudrait qu'on avance sur ces questions, selon vous, et prendre pour ça l'exemple de la chimie de l'acier, se dire il faut qu'on ait 4-5 filières, ce que disait tout à l'heure un peu Olivier Luanzi. Il faut qu'on soutienne ces 4-5 filières, quitte à faire un poil de protectionnisme. Tout à fait. Il y a un élément, on ne peut être industriel et vivre l'industrie en Europe que si nos chaînes de valeur sont tenues, si elles sont fortes. Et aujourd'hui, on voit les difficultés que l'on a avec ces chaînes de valeur qui malheureusement sont en train d'être déstructurées et en train de souffrir. Je prends le cas de la taxe carbone aux frontières qui est en train d'être mis en place. C'est très bien, on veut soutenir l'industrie lourde, on en a besoin, la sidérurgie et d'autres industries, en mettant en place un nouveau dispositif. Mais on le fait de façon un peu étrange. Nos compétiteurs principaux, la Chine et les États-Unis, ont fait un autre choix. Nous, on a fait le choix, les pouvoirs publics ont fait un choix de transférer le coût directement vers le client et en rendant captif l'acier européen avec toutes les difficultés qu'elle embarque aujourd'hui. Question de fond, est-ce que c'est la bonne façon d'opérer alors qu'on a besoin de gagner en compétitivité, en agilité? Autour de ça, je pense qu'on fait un mauvais choix. Je ne dis pas que le choix américain soit le bon, mais en tout cas, je pense qu'on est en train de renchérir et de monter une fois de plus la logique de taxation vers l'aval et que ce n'est pas une bonne politique industrielle. Autre élément également sur nos enjeux de chaîne de valeur, ou autre exemple, c'est celui des terres rares. On a laissé partir ces terres rares sous prétexte d'écologie, sous prétexte de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on se retrouve poings et mains liés avec des certificats d'exportation qu'impose la Chine pour réguler le marché. Donc on a, nous personnellement chez Eldes, subi, comme beaucoup d'autres industriels, malheureusement, des difficultés d'approvisionnement sur des moteurs liés à cette régulation des terres rares. On ne peut pas avoir une industrie pérenne en Europe, en France, si l'Europe, la France, ne reprend pas possession des éléments clés, des éléments qui sont vraiment fondamentaux pour notre industrie de fond. Donc il faut soutenir par l'innovation pour que ces éléments de la chaîne de valeur industrielle globale puissent être compétitifs, plus forts, plus décarbonés. Donc il faut remettre de l'innovation, accompagner cette innovation, accompagner les compétences comme on en parlait pour trouver les ingénieurs adaptés et pouvoir du coup avoir des politiques de soutien de filières stratégiques choisies. On ne pourra pas soutenir tous les éléments de la chaîne de valeur, mais qu'on puisse réirriguer correctement dans la durée l'industrie française et européenne. Et ce qui peut aider, parce que quand on a préparé cette table ronde, on a parlé de cela, Stanislas Lacroix, c'est aussi de savoir bien gérer nos données, c'est-à-dire savoir déjà à qui elles appartiennent, comment on les utilise. La patronne de Siemens en France qu'on aura avec nous tout à l'heure, elle dit que seulement 20% du potentiel des données en France sont utilisées réellement par les industriels. Ça peut être un vrai différentiel de compétitivité pour demain, parce que celui qui saura gérer ces données, il aura priori gagné demain. C'est un élément stratégique. Une industrie, aujourd'hui, c'est autant du physique avec son outil industriel, ses produits, que du digital, de logique, de l'IT, de la data. Je vois chez Eldes, on consacre 17% de nos investissements au système d'information dans la globalité quand on met 30% sur nos produits. Donc ça donne l'intensité et du coup, il est clair qu'il y a à travers ces datas, est-ce que l'intelligence artificielle va nous ouvrir une exigence renforcée sur la data et la nécessité de mettre des gouvernances et des politiques pour que cette donnée soit un actif
aussi stratégique que les équipements industriels ou le capital humain de nos entreprises. Là aussi, quand on a préparé cette table ronde, Alexandre, vous m'avez dit il faut qu'on retrouve la fierté industrielle parce qu'on a quand même ça au cœur, et notamment ici au MEDEF ou à l'UMM ou à la fabrique de l'industrie. Rien n'est perdu. C'est quand même ça qu'il faut avoir en tête. Non, rien n'est perdu. Je pense que c'est même plus que ça. Je pense que les défis de la France et de l'Europe, on n'y répondra que par plus d'industrie. Tous nos sujets sur la désertification, la diagonale du vide, les sujets de fonctionnement de l'ascenseur social, je rappelle quand même que l'industrie, c'est un secteur où on paye en moyenne 15% de plus que la moyenne du reste de l'économie française. Donc on a besoin de plus que dans les services. Non, mais en tout cas, c'est là qu'on a besoin de compétences, on a besoin de gens qualifiés, on a besoin de gens bien formés. Donc, et puis c'est aussi l'endroit où on va répondre aux deux défis du moment. Le défi de souveraineté, qui a été un peu exacerbé par la crise Covid puis la guerre en Ukraine. Enfin, on veut aider l'Ukraine, on n'est pas capable de produire des obus. Alors, on a réindustrialisé la poudre, Renco, oui, la question, c'est combien de temps ? Non, c'est d'aller jusqu'au bout, c'est d'être sûr qu'on maîtrise toute la chaîne de valeur, et puis après que les capacités sont suffisantes par rapport aux besoins. Et puis sur tout ce qui est lié au climat, moi, je ne crois pas une seconde qu'on réglera les problèmes de la planète en contraignant les gens à faire moins de choses. Ça n'arrivera pas. On peut se faire plaisir dans un quartier parisien un peu branché en se disant qu'on va prendre son vélo et qu'on va prendre un peu moins l'avion. Mais ça ne marche pas. L'envie de découvrir, l'envie de se déplacer, l'envie de faire des choses nouvelles ne disparaîtra pas. Donc, il faut trouver une façon de satisfaire ces besoins qui émettent moins de CO2. Et ben, où est-ce que ça va arriver ? Dans l'industrie. C'est chez nous qu'on va inventer les solutions de demain qui permettront de satisfaire les besoins de nos concitoyens et bien au-delà de l'ensemble de la planète, sans endommager justement plus cette planète. Donc, tous les gens qui veulent sauver la planète, ils ont une chose simple à faire, venir travailler dans l'industrie. Après, ils peuvent aussi manifester avec Greta Thunberg, mais ça marche beaucoup moins bien. Bon, ça... Pour relever le potentiel industriel, tout à l'heure, je n'ai pas très bien compris le dispositif que le ministre voulait mettre en place, mais grosso modo, on a compris qu'il y aura une sorte de fonds pour aider les petites entreprises, notamment les PME, à se moderniser, à se mettre au niveau d'un point de vue technologique pour rester dans la course. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez compris, mais est-ce que c'est le genre de dispositif simple dont vous avez besoin typiquement dans une entreprise comme la vôtre ? Je ne suis pas vraiment convaincue. Vous aviez compris ça ? On a besoin de moins d'impôts, c'est tout. Oh, oui, mais bon, c'est pas parti pour, donc... Non, je ne suis pas vraiment convaincue. En fait, pourquoi ? Parce que finalement, quand on gère nos entreprises, on le fait tous, on a besoin d'investir forcément. Et donc, ça fait partie de notre savoir-faire, hein, ça fait partie de notre cœur de métier. Et donc, pour moi, vraiment, faire barrage à la concurrence déloyale, faire activer la préférence française, la préférence européenne, voilà, ça, c'est des leviers que nous, on ne sait pas activer. Et donc, on a besoin que les pouvoirs publics s'emparent de ces sujets-là, nous protègent. Comme vous le disiez tout à l'heure, on a besoin de commandes. Oui. On fait le reste. Justement, tiens, terminons par ça. On va conclure cette table ronde avec ça. C'est bientôt Noël, quand même un petit moment d'espoir. Alors certes, on aura peut-être plus d'impôts à ce moment-là, mais bon, c'est quand même Noël. Vous m'avez dit, quand on a préparé cette table ronde, j'ai fait un très mauvais mois de septembre à cause justement des colis chinois qui sont venus inonder et de tout le monde qui a surstocké. Est-ce que ça s'est un peu amélioré quand même ? Est-ce que vous êtes confiante pour Noël ? Et c'est quoi la star là, de Noël ? C'est la cuisinière ? Non, c'est plutôt le petit pousseur qui est là. Ouais. Ah bah allez, montrez-le nous, faites-nous votre vendeuse. Voilà, je vais pas faire la vendeuse, mais voilà. Là, le produit phare, il est là. Donc pour des enfants à partir pour ceux qui apprennent à marcher. Je ferais bien une démo, mais je crois que je suis un peu grand. C'est pour les enfants à partir de 12 mois, avec aussi un aspect construction pour travailler sa motricité fine. Et donc... j'ai plutôt de bonnes nouvelles parce qu'effectivement septembre a vraiment été compliqué, mais depuis 15 jours là, et ça s'est accéléré cette semaine, on a quand même pas mal de réassorts. Donc je sens un frémissement, j'ai l'impression que la consommation commence à se faire, les achats de Noël ont commencé dans les magasins et donc on reçoit des réassorts et c'est là qu'on est bon aussi parce que nous,
On ne paye pas des containers 6 mois à l'avance, on ne met pas 3 mois à livrer, on peut livrer en 24-48 heures. Donc on a les stocks, on est prêt à répondre. Et jusqu'au 22 décembre, on peut jusqu'au vous commander 24. Jusqu'au 24, vous arriverez à livrer. Bravo, je crois qu'on peut tous vous applaudir. Merci à Stanislas Lacroix qui était à distance, Alexandre Sobo et Julie Chabou qui étaient avec nous. Merci beaucoup à vous trois. Je vais vous laisser, on va le laisser là au milieu, comme ça on le verra bien.